La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo reste vraiment le centre de notre émission spéciale débat aujourd'hui et j'ai le réel plaisir de recevoir un confrère, un frère. Et j'ai mis l'accent sur son appartenance provinciale parce que je veux toucher un peu l'âme, parce que c'est sa terre qui est touchée aujourd'hui. C'est vrai que c'est la République démocratique du Congo, mais chaque tribu a sa terre et c'est la terre d'Edmond Izouba qui est touchée aujourd'hui. Très heureuse d'être avec nous, Edmond Izouba. Le plaisir est mien, Madame Paulette. Je vous prends comme fils de l'Est. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement quand vous voyez ces images des femmes, des enfants qui fuient aujourd'hui, c'est Bunagana? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Bon, vous savez, moi, je suis effectivement de l'Est, je suis du Sud. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, toute ma famille se retrouve au nord. Et mes sœurs, mes grands frères, et je dirais même mes parents, tantes, maternelles et tout le reste. C'est de l'émotion d'abord que je ressens en premier lieu parce que c'est une situation d'anormal. Mais deuxièmement, vous sentez, vraiment, je me sens assez révolté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois de voir de telles scènes se dérouler sur notre sol aussi, voir des pareilles circonstances arriver. Et là, j'ai toujours tendance à condamner les autorités qui n'arrivent pas à appliquer une très bonne politique pour mettre fin à cette situation. Ces scènes, je dirais, couloirs humanitaires, déplacés de guerre et tout ça, les mouvements à masse, situation humanitaire catastrophique, ça date depuis des années. Alors, des citoyens avertis avec des dirigeants compétents pouvaient travailler de commun accord pour terminer cette situation. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous remarquons qu'il y a une sorte, si pas de complaisance, mais de complicité qui met en difficulté la population. Vous avez parlé de complicité. Nous, on nous dit que vous êtes complices, les fils du terroir. Vous êtes complices. Vous vous complaisez dans cette situation parce que ça vous permet de vous enrichir. Quand il y a un peu de désordre, là, les gens puisent le coltan et tout, et tout, et tout. Mais vous êtes vraiment le ventre mou de la République. Je repose la question à un fils du terroir. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça? Vous êtes le ventre mou. C'est de chez vous que partent toutes les rébellions. C'est à l'Est que... Voilà quoi. On dit beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des mythes ou ce sont vraiment des réalités de Moïse Izouba? Merci beaucoup, madame. Avant de faire de telles affirmations, il faut interroger l'histoire. Je pense dans le passé, le peuple Bushi, là je parle du Sud Kivu, là où ses aventures avec le Rwanda tentaient de commencer. Et je pense l'armée n'avait même pas besoin d'intervenir. La population avait pris les devants. Voilà. Donc, c'était d'abord une sensibilisation au niveau de la population pour la prise de conscience de manière collective pour combattre l'ennemi. Et c'est ça ce qui a été fait. Interroger même les ancêtres, on vous le dira. On vous le dira, l'histoire existe. Et quand aujourd'hui on dit que la population est complice, c'est comme si l'État était incapable de conscientiser cette population-là. Mobutu, à l'époque, il a travaillé sur l'unité nationale. Je ne vois pas aujourd'hui, même les accusations fantaisistes que je vois, j'ai tendance à écouter de gauche à droite, la population ne dénonce pas, exactement, la population ne dénonce pas l'ennemi et tout ça. Non, vous savez, la population aujourd'hui se résume autour de la société civile un peu de manière formelle. C'est-à-dire si les autorités ont besoin des informations au niveau de la base, se refaire auprès de la société civile. Mais quelles sont aujourd'hui les revendications de cette société civile-là? Moi, je pense que la plus grande complicité se base autour de nos autorités et de l'armée.
la population est peut-être amenée à accompagner ces autorités-là, ces politiciens-là, et peut-être certains officiers-là. Mais dire que la population est complice de la situation, je trouve ça comme une aberration qui ne devrait même pas sortir de la bouche de nos autorités. C'est aussi quelque part un aveu d'impuissance, parce que quand une autorité est placée pour gérer une situation donnée et que la situation ne s'améliore pas, on doit soit démissionner, ça claque la porte. Mais si il continue à le faire, faisant croire que le mal c'est ailleurs, le mal c'est la population, c'est-à-dire quelque part, il est aussi en train de montrer ses faiblesses au grand jour. Mais quand, par exemple, le président de l'Assemblée nationale s'adresse aux députés nationaux originaires de l'Est, il leur dit carrément quitter les groupes armés. Donc il y a des autorités qui tirent les ficelles dans l'ombre. Justement, voilà pourquoi est-ce que moi je martèle beaucoup plus du côté des autorités que du côté de la population. Quel est aujourd'hui l'intérêt de la population de comploter avec le Rwanda? Parce que quand il y a des tirs, c'est toujours cette population-là. Moi, quand j'étais à Goma récemment, parce que j'ai passé 17 jours là-bas, on m'a dit la plupart des jeunes de Goma sont des mèches avec le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils construisent, parce qu'ils ont des immeubles, malgré le fait que là-bas, il y a la guerre. Mais eux, ici, à Goma, ils continuent de construire. J'étais dans ma démarche journalistique, je suis allé les approcher. Pour la plupart des jeunes d'ailleurs de Goma, ils travaillent dans les organismes internationaux. Donc j'ai dit, mais vous, on vous accuse de comploter et tout ça. Il dit non, mais nous, on est là à Goma, nous n'avons pas où aller. Je suis à Goma, je viens rester à Goma pendant 3 jours. Pour le reste de mon temps, je le passe à Béni. Mais si je complote avec l'ennemi et que l'ennemi attaque, c'est ma maison qui va en pâtir, c'est mes biens qui vont souffrir. Alors, comment moi je vais comploter avec l'ennemi et venir construire là où l'ennemi est en train de tirer? Donc, du coup, c'est une thèse qui ne tient pas debout. Donc, ceux qui volent, ceux qui paupérisent la population de Goma, ceux qui volent, ceux qui sont dans le commerce, les autorités là, ils ne construisent même pas là-bas. Ils viennent construire ici et la plupart ils construisent à l'extérieur du pays. Vous étiez à Goma, nous on nous dit que Goma est en train de s'embellir, il y a des nouveaux immeubles, la route est bonne, l'infrastructure routière est tout à fait vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Goma d'abord c'est une ville très bien organisée. Goma a eu de très bons gouverneurs et Goma regorge aujourd'hui les opérateurs économiques qui ont de très bonnes initiatives. Pourquoi Goma est en train d'embellir? Moi je vous dis, Goma, même les avenues, les petites avenues sont macadamisées aujourd'hui. Exactement. Tout simplement parce que les opérateurs économiques ont voulu ne plus rétrocéder au gouvernement provincial les taxes et tout ce que le gouvernement demandait. Eux-mêmes ont proposé un plan de reconstruction de la ville. Et le plan a été validé à l'époque par non seulement le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, mais aussi le gouverneur Julien Paluku Kahongya. Et puis après, c'était le décollage. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez à Goma, vous allez voir comment Sokok est en train de construire, par-ci, par-là. Sokok, vous savez, avec l'affaire 100 jours, Makabuza, Enoch. Donc, les gens sont en train de construire. Vous avez les grands opérateurs économiques qui, vraiment, ils ferment les yeux pour construire à Goma. Vous avez l'hôtel Serena, vous avez tout. Et quand vous circulez à Goma, c'est difficile de voir même les déchets, des histoires que nous mangeons être jetés par-ci, par-là. Donc, du coup, vous avez l'impression d'une ville qui est très bien organisée. Parce que nous sommes toujours dans le Kivu, mais allez traverser Bukavu pour voir les contraires maintenant. Ah, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est les désordres, c'est la désorganisation. Cette ville n'est pas urbanisée. Parce que vous avez comme l'impression, oui, justement, les gens n'ont pas tenu compte de l'urbanisme. La ville n'est pas urbanisée. Les gens ont construit un désordre, il y a des constructions anarchiques qui, à chaque fois, soit sous la pluie,
il y a des éboulements, saute avec les incendies. Et là-bas, l'incendie, quand ça se déclare, c'est une chaîne de maisons. Bois, hein, la plupart. Hein, oui, une chaîne de maisons qui brûle. Donc, c'est pour vous dire que la volonté de construire et de développer le coin habite la population de Goma, habite la population du Nord Kivu. Mais la complicité, les tireurs de ficelles qui sont ici à Kinshasa ne permettent pas que ce développement-là puisse quitter par exemple la ville de Goma, aller dans d'autres villes aussi et profiter et être au bénéfice de la population. Cette guerre, on pouvait bien la terminer si le président Tshisekedi avait utilisé avant une très bonne stratégie diplomatique. Parce que nous, au Congo, on n'a pas une politique de continuité. Kabila savait qu'à chaque moment électoral, c'est toujours le rebelle qui attaquait l'Est du pays. Il a quand même pris certaines mesures. Et avant de quitter, je pense que quand le M23 s'est entêté, après les accords de Kampala, le président était prêt à tout faire pour terminer avec le M23. Mais est-ce que maintenant, le fait d'utiliser la politique de la carotte, et du bâton. non, de la carotte d'abord avec le Rwanda, le considérer comme frère et le faire venir à Kinshasa pour que Kagame soit applaudi, était une politique qui pouvait décourager Kagame dans sa sale besogne. C'est la question qu'on pouvait poser. Mais voilà, Kagame n'est toujours pas rassasié malgré tout ce que la RDC offre au Rwanda. Il veut toujours plus et on comprend visiblement que Kagame ne changera pas. Et peut-être qu'on l'aurait compris bien longtemps, le président Tshisekedi serait peut-être trop avancé. Mais ce qui énerve encore davantage, et ça je dois vous le dire, quand vous arrivez même à Goma ou vous traversez à Kigali, on vous le dira, c'est l'état de siège. Ah, c'est pas... C'est quelque chose d'improvisé que le Rwanda ne pouvait jamais s'entendre. Ce n'est pas un échec parce que si aujourd'hui les rebelles du M23 combattent la RDC, ont repris avec force. Si aujourd'hui, notre armée arrive même à arrêter quelques militaires rwandais, c'est à cause de l'état de siège qui aujourd'hui est en train d'asphyxier l'économie rwandaise. Maintenant, je reprends sous l'angle journalistique. Edmond Izuba, un flot d'informations avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. On se réveille le matin, on entend Bunagana est tombé, les autres disent non. On nous dit l'armée a traversé en Ouganda, les autres non, nous disent c'est une partie. Et, donc on ne sait plus très bien vers quelle source nous diriger. On dit toujours de sources bien informées et tout ça. Alors, est-ce que nous devons avoir, nos journalistes, un même langage par rapport à cette situation? Est-ce que nous devons suivre les propos du gouvernement? Est-ce que le gouvernement doit nous donner une ligne de conduite par rapport à cette situation de l'Est de la République? Non, je pense que les gens font beaucoup de confusion. La véritable ligne de conduite, c'est d'abord le sang que nous portons. C'est le patriotisme. C'est ça déjà. On n'a pas besoin de sensibiliser les gens, on n'a pas besoin d'orienter les gens. Dans la masse, nous devons être habités par cet esprit. Mais comme le gouvernement a ce pouvoir-là, cette charge d'organiser les entités structurées comme la presse, comme le domaine des communications et tout ça, on devrait quand même associer la presse, les médias pour donner les positions connues de la RDC. Exactement. Alors, je regrette beaucoup que dans la plupart de pages Facebook, Twitter que je suis en train de lire, c'est les Congolais eux-mêmes qui font la publicité des positions du Rwanda. Et ça joue en notre défaveur sans pour autant le savoir. J'ai vu même un qui a publié aujourd'hui le tweet du M23 qui
instaure une sorte de terreur auprès de la population parce que ce qui est dit dans ces tweets-là, je ne peux même pas les répéter. Je ne peux pas le répéter sur ce plateau. Ils disent qu'ils sont en train, l'administration est déjà sur place, le M23 pris Bunagana est en train de mettre son administration. Non, il faut connaître comment les rebelles opèrent. Les rebelles, leur souci, c'est de voir tout ce coin être vidé par les habitants, par la population. Comment doit-on communiquer, Edmond? Est-ce que nous ne devons pas relayer les communiqués du M23? Parce qu'on a dit que le peuple a droit à l'information. On ne peut pas relayer le communiqué du M23. Pourquoi? Parce que, comme un mouvement terroriste, le M23 a ces soucis-là de terroriser la population. Et quand la population est terrorisée, c'est fini, c'est la peur. Et je crains qu'avec cette peur, notre armée puisse aussi craindre, parce que l'armée a besoin de nos soutiens. L'armée, les militaires qui sont en front ont besoin de savoir que là-bas, il y a une population organisée. Parce que l'armée ne gagne pas la guerre seule. L'armée gagne la guerre avec la population. Doit-on faire un blackout des informations sur le M23? Absolument. Donc, il y a une obligation actuellement pour moi, à tous les journalistes qui ne doivent plus jamais relayer les informations. Je dirais, comme le rebelle collabore avec le Rwanda, il faut blacklister aussi le Rwanda. Mais il y a des confrères et des consoeurs qui travaillent pour des médias étrangers. Il y a une ligne de conduite, par exemple, pour la BBC, pour Voix de l'Amérique, pour France, pour RFI et pour les autres. Si on les oblige, ou pas on les oblige, mais si RFI publie ça et ceux qui travaillent là-bas doivent relayer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils doivent mettre la clause c'est peut-être la clause de conscience, je ne sais pas. Est-ce qu'ils doivent brandir cette clause de conscience aujourd'hui, Edmond Izouba? Non, parce que ça veut dire que si l'État congolais était organisé sur le plan de communication, et là je vois les médias de masse, et je vois même les médias sociaux, comme ça se passe en Ukraine, comme ça se passe en Russie, déjà à partir de Twitter, vous donnez des informations contraires, parce que Twitter sait nous situer où nous sommes. Nous pouvons les limiter, ces genres d'informations, à partir de Twitter. Que le Congolais ne voie pas ça, c'est faisable. Là, une ligne est déjà donnée à partir de là. Et si Twitter fauche à cette ligne, l'État congolais est dans l'obligation de résilier avec Twitter. On dit non, plus question, nous n'avons plus besoin de vous au Congo. Donc, déjà ça c'est au premier niveau. Au deuxième niveau, c'est que nos confrères, en relayant les positions de Rwanda et du M23, ils ne sont pas en train de comprendre que là-bas, ils ne font pas ce que nous faisons ici. Les journalistes rwandais ils ne le font pas. Ils ne relient pas ce qui se passe chez nous. Citez-moi un. Ils ne le font pas. Parce que vous êtes de médias, je dirais les médias internationaux, mais vous-même, vous êtes patriotes. Vous regardez ce que vous... Justement, la clause de conscience. Bon, je ne dis pas aux amis de perdre leur boulot, mais de faire comprendre, parce que ce genre d'informations, ça peut porter préjudice sur vous-même. Et les médias, là, ils comprennent facilement. Voilà pourquoi, généralement, dans de pareilles circonstances, ils ont tendance à envoyer d'autres correspondants pour venir traiter le papier. Parce qu'il y a aussi la faiblesse, c'est que le journaliste peut aussi utiliser son patriotisme et donner des informations biaisées de l'autre côté. Moi, je parle même des lignes au niveau international parce que nous, la communication n'est pas vraiment institutionnalisée. Oui, chacun... Vous avez un pays comme le Rwanda, il sait s'organiser en communication. Quelqu'un qui est en Angleterre, quelqu'un qui est en France et tout ça, aux États-Unis, il a facilement les informations du Rwanda à travers les joueurs de rugby, à travers les joueurs de football et tout ça. Et on parle même visite Rwanda. Pourtant, le Rwanda est construit pour la plupart avec nos matières premières. Ce n'est pas le Rwanda que vous visitez, en réalité vous visitez le Congo. Donc, le Rwanda, c'est le faire, cette communication-là. Mais nous ici, depuis que les ministres des communications se sont succédés, nous n'avons pas eu la chance d'utiliser une communication d'une telle ampleur. Mais on a l'impression, Edmond, sans vous couper la parole, qu'ici en République démocratique du Congo, on donne plus d'importance aux médias étrangers.
que nous, par exemple. Parce que c'est difficile, par exemple. Moi, je le dis d'ailleurs personnellement. Quand vous appelez quelqu'un, ou un député, ou un ministre, c'est compliqué quand vous êtes un local. Quand nous, locaux. C'est difficile pour nous, de fois, ils nous trouvent qu'on n'a pas d'importance. Mais les autres, quand on les appelle, que ce soit minuit à 2 heures, ils décrochent facilement. Alors aujourd'hui, on est là, on ne sait pas. Le ministre de la Communication ne nous appelle pas. Cette ligne, ça ne se dit pas comme ça. Il doit y avoir une réunion, une communication. Justement. Mais le ministre ne nous associe pas. Il y a un groupe de gens qui sont avec les ministres. Nous autres, on ne va pas nous appeler. On appellera, c'est son cercle d'amis. Et voilà, mais là, c'est la guerre. Là, c'est la RDC qui est en jeu. Le ministre doit appeler tous les journalistes de tous bords, entre guillemets, pour nous donner la position officielle du gouvernement, comment communiquer. Mais on ne dit rien aujourd'hui. On lit aujourd'hui que Bunagana n'est pas tombé, selon certains. D'autres disent que c'est tombé. Aujourd'hui, tout le monde communique à sa façon, Edmond. Oui, ça crée même de la confusion. De la confusion dans l'opinion et tout ça. Et les ministres des communications ne doivent pas laisser cette confusion s'éterniser. Ouais. Oui, parce que c'est question seulement d'avoir des initiatives. Et je ne pense pas que ces initiatives-là manquent au ministre Patrick Mouyaya. Mais je vois plutôt un désordre, un manque de coordination dans ce gouvernement qui ne dit pas son nom. Apparemment, tout le monde parle à sa manière. Vous avez de gauche à droite, vous avez à l'Assemblée nationale le président du Sénat avec le président de l'Assemblée, à un moment, ça ne semblait pas donné. Et vous avez les ministres entre eux. Vous avez le président de la CENI avec un membre du gouvernement, les ministres des Finances, et tout ça. Et toutes ces confusions-là nous font savoir que le gouvernement n'a pas vraiment une seule coordination. À l'époque de Kabila, moi je le rappelle toujours, pour que Kabila ait le pouvoir sur ses ministres et tout le reste, il organisait généralement, on appelait ça comment, des réunions interinstitutionnelles. Et là, vous avez toutes les institutions devant vous, vous donnez une ligne de conduite à suivre. Et Kabila savait le faire. Et l'avantage de Kabila aussi, il faut le dire, sur le plan politique, il avait l'Assemblée nationale entre ses mains. Fachi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. L'Union sacrée. Donc, facile pour le président Tshisekedi d'organiser aussi ces genres de rencontres. Ça facilite les dialogues autour des institutions. Parce que ce sont les leaders qui pilonnent ces institutions et qui répercutent le message à d'autres acteurs politiques. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons avec Fachi. Plutôt un désordre criant dans les institutions. On ne sait pas, peut-être que le Rwanda profiterait de ce désordre, comme d'habitude. Bon, je viens de lire Stani Boujakera Chamala, salut à toi, qui nous dit « Vive tension à l'Assemblée nationale où les députés refusent d'adopter la loi d'habilitation à cause de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est. Ils refusent d'aller en vacances pour s'assurer de la mise en œuvre de l'état de siège. » Pourquoi? C'est justement cette manque. Mais la loi a été adoptée, non, d'habilitation? Ça a été adopté, non? Non, non, non. Ah. La loi d'habilitation n'a pas été adoptée. Donc chaque fois, c'est l'Assemblée nationale? Oui, c'est vraiment une logique de longue haleine. À chaque fois, on doit revenir parce que ça s'épuise. C'est après un temps et à chaque fois, ça doit être réchauffé. Même pour l'état des sièges, je pense que c'est après 15 jours qu'on doit à chaque fois renouveler. Donc, voilà. Ils ont raison, les députés, Non, moi je pense qu'ils n'ont pas raison. Il faut regarder comment le pays avance. Il faut laisser le chef de l'État agir. Il est le commandant suprême des forces armées. Il a engagé le pays dans un dialogue. En même temps, notre armée est en train de frapper là-bas. On est en train de combattre au front, mais en même temps, il a engagé le pays dans un dialogue. Donc, il faut peut-être laisser ces processus je dirais quoi, imperméable ou perméable pour faciliter au président de la République. Il négocie avec qui? Parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda font bloc contre la RDC et pourtant le président s'est ouvert, comme on l'a dit. Il est allé en Ouganda plusieurs fois, au Rwanda plusieurs fois, au Burundi aussi, mais aujourd'hui c'est l'Ouganda et le Rwanda qui nous font guerre via leur milice aujourd'hui. Ouais. Voilà.
Et à Bunagana, il y a même des confrères qui rassurent avoir vu des militaires rwandais avec l'uniforme de l'armée rwandaise en train de soutenir les M23. Donc, on ne peut pas laisser tout le pouvoir. Le Congolais craint de laisser trop de pouvoir, tout le pouvoir à Félix Tshisekedi. Il faut une certaine balance. Oui, il faut un contrôle. Un contrôle, quand même. Mais le problème est que, moi, je pense que le problème de l'Est, malgré les faiblesses sur le plan diplomatique du président Tshisekedi, il semblait mieux le maîtriser. Pourquoi? Parce que la mesure draconienne, je dirais, que le président de la République a prise pour contrôler l'ennemi avec l'état des sièges, c'est une mesure vraiment très extrême. Aucun président ne l'a fait. Et moi, d'ailleurs, je crains. Parce que j'ai vu une photo là, sous la médiation du président rwandais, angolais, Lorenzo, le chef de l'État avec le président rwandais. Il fallait voir son visage. Ça dit, il y a lieu qu'on décrète un état de guerre. Parce que le président veut... L'état de siège et après, l'état de siège, c'est... C'est la guerre, en fait. Oui, après l'état de siège, c'est l'état de guerre. Vous voulez une guerre officielle avec le Rwanda? Qui a dénoncé le Rwanda? C'est pas la RDC. Mais ça sert à quoi aujourd'hui de s'attaquer éternellement aux ennemis qui des fois ils disparaissent de manière sporadique et ils rentrent de manière sporadique? Parce que dans l'armée, on s'attaque directement à la cible. On doit définir l'ennemi et on doit tracer les limites. Dans l'armée, c'est comme ça. Alors, si à ces jours, nous avons défini, pendant que l'état de siège a été décrété, les ennemis qui ont été définis, ce ne sont pas les mêmes qui récupèrent les terrains. Exactement. On a défini l'ennemi, c'est l'ADF, on a défini l'ennemi, c'est le M23. Codeco. Non, mais le M23 est venu sur le fait des surprises. D'ailleurs, avec leur première sortie, ils ont tué beaucoup de nos officiers. Donc, ça veut dire que quelque part, l'armée a rempli une mission de guerre, je dirais même de l'état de siège, bien qu'il y avait une campagne qui se faisait pour mettre fin à l'état de siège, et tout ça qui n'avait pas marché. Et maintenant, le Rwanda se sentait dans l'obligation de sortir maintenant le M23 et de les associer avec l'armée officielle rwandaise. Du coup, ça change de donne sur terrain. Il faut maintenant s'attaquer au M23. On attaque au M23 et puis on remarque que ce n'est pas le M23 qui nous combat, c'est le Rwanda. On accuse avec les uniformes et tout ça, tout le monde appelle au dialogue, mais ce n'est pas ce qui arrange la situation sur terrain et ça décourage le président de la République. Il a parlé sans embâche devant les officiers militaires ici, devant les généraux. Il a dit à l'extérieur du pays. Donc, déjà quelqu'un qui atteint ces niveaux de critique lui-même, il y a risque que nous puissions passer à l'étape prochaine. Oui, à l'étape prochaine qui est donc de la guerre. Si la communauté peut-être internationale ne comprend pas ces messages parce qu'elle estime soutenir le Rwanda, c'est une bonne posture. Mais là, on va maintenant aller dans un affrontement et puis on va voir. Est capable de faire la guerre avec l'armée rwandaise parce qu'on nous dit que nous sommes sous embargo là. Je ne sais pas si c'est toujours vrai cette histoire d'embargo. Bon, cette histoire d'embargo, apparemment, il semble que ce n'est pas contre l'armée, c'est contre plutôt le rebelle qui ne peuvent plus se ravitailler, d'après les informations que j'ai. Mais sinon, si nous sommes sous embargo et qu'on ne peut pas acheter des armes, alors nous combattons avec quoi? Nous avons des munitions, nous avons des armements. Nous avons des armements lourds. Et si aujourd'hui, moi je l'ai dit en connaissance des causes, même par rapport à la position géographique qu'occupent les deux pays, si on attaque le Rwanda à armes égales, cette guerre-là ne fera même pas une demi-journée. Oh, ben, je vous dis. Sûr. Oui, mais parce que, on va seulement utiliser, parce que nous, on n'a pas des intérêts vis-à-vis du Rwanda. De toute façon, même si on veut attaquer le Rwanda, c'est pour gagner quoi? Les Rwandais nous attaquent parce qu'ils savent qu'ils viennent pour tirer nos minéraux, ainsi de suite. Les effets collatéraux sont là. Justement. Nos femmes sont violées, les sœurs sont violées. Voilà pourquoi je vous dis, et tout ça. la RDC pour l'instant ne voit vraiment pas d'intérêt
Parce que pour entrer au Rwanda, je vous dis, la guerre ne prendra même pas une demi-journée. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? On monte seulement sur le colline, on tire sur le Rwanda et puis c'est fini. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'eux, ils le font chez nous. Alors maintenant, peut-être c'est ça sera la solution. Parce que, pour moi, l'intérêt de la RDC d'attaquer le Rwanda, ce n'est pas vraiment d'accéder au Rwanda. Peut-être de se limiter autour de la frontière. De Gizeni à peu près. Donc. Oui, on récupère seulement la frontière et on se limite là. Mais la conséquence, c'est que le Rwanda doit comprendre que désormais, pour utiliser ses forces à travers les rebelles pour combattre la RDC, ça sera compliqué. Et c'est ça le message qu'il faut donner au Rwanda. Mais continuer, s'éterniser à attaquer le rebelle, ainsi de suite, pendant que leur maître est connu, j'estime que c'est un passe-temps qui ne profite pas au gouvernement parce que ces rebelles-là, ils vont se replier et ils vont encore ressortir au moment opportun parce que le Rwanda aura toujours besoin de nos minerais, de nos richesses premières. Donc il faut faire très attention. C'est ça. Donc attaquer le Rwanda, ça pourrait aussi être néfaste pour nous. Oui. Mais déjà, pardon si je peux terminer. Les gens parlent de la balkanisation. Je ne suis pas contre ceux qui parlent de la balkanisation parce que c'est un vieux projet, un projet pieux, qui aujourd'hui ne peut plus jamais se réaliser parce que sur terrain, il y a un peuple homogène, un peuple vraiment uni et qui défend encore son terroir, qui défend encore son pays. Donc ça sera très compliqué d'utiliser un petit groupe, venir récupérer un coin, peut-être qu'ils rencontreront une offensive cette fois-là avec la population qui pourra utiliser n'importe quoi pour peut-être le confondre dans leur projet. Izouba, aujourd'hui, je vois qu'il y a la population Mounia Moulengue qui se plaint aujourd'hui de stigmatisation, qui se plaint qu'on les attaque aujourd'hui, qu'on les associe au M23 et tout ça. Ils se disent qu'ils sont congolais comme nous, les Bantous, parce que ce sont des Nilotiques évidemment. Et les gens ont peur qu'à la longue, il y ait cette histoire d'autodétermination et qu'ils aient leur espace. C'est ça la balkanisation. Est-ce que c'est le but que recherchent les Banyamulenge ou quoi? Non, d'abord, c'est que les gens... Bon, pour la plupart des gens qui parlent ainsi, je ne suis pas contre eux, mais ils doivent savoir que là où se trouvent les Banyamulenge, ils ne peuvent rien faire. Oui, parce que ils sont à l'intérieur du Sud Kivu. Ils sont sous contrôle, comme je vais même dire. Et ils n'ont aucune puissance. La montagne de Moulengue, là ou le plateau, je ne sais pas moi, se trouve où exactement? Oui, c'est sur la colline. Oui, c'est au Sud Kivu. C'est enclavé? Bon, actuellement, il y a tout. Le problème est que ce peuple, c'est un peuple peut-être qui n'est pas encore sensibilisé, qui n'est pas encore acculturé, qui n'est pas encore intégré. On doit plutôt faire des efforts pour intégrer cette population-là dans notre communauté. Vous êtes originaire de là. Le fait de le pointer du doigt, Vous êtes originaire de là. Oui. Selon l'histoire, y a-t-il une tribu Mounia Moulengue? Ça n'existe pas. Vos pères et vos grands-pères vous en parlent? Ça n'existe pas. Alors mais moi, je veux vous dire... Pourquoi ils sont congolais? Ils se réclament de la nation. On ne réclame pas la nationalité congolaise. On est congolais par rapport à nos tribus. Justement. Il n'y a pas une tribu Mounia Moulengue. C'était ça la faiblesse du départ. C'était ça la faiblesse du départ. Aujourd'hui, vous allez dans certains coins du pays et dans la cartographie électorale, c'est même répertorié. Il y a ce qu'on appelle les groupements de faits et les groupements de droit. C'est un peu le problème que nous avons connu dans le Maïndombe avec... il y avait deux peuples qui se battaient pour un terrain. Comment s'appelle le peuple là? Oui. C'est-à-dire, de fait, ils sont là. Mais il y a des gens qui doivent occuper la terre du fait du droit. Parce que la terre leur appartient. Mais les autres, ils sont là. C'est un fait. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont déjà là. Ce qu'il faut faire... Il faut organiser, oui, on appelle ça les dialogues sociaux. Il faut les acculturer, il faut les intégrer. Bon, c'est ça même la civilisation. Mais Edmond, parce qu'aujourd'hui, vous chassez ce peuple-là, vous allez le mettre. Mais aujourd'hui, on les reproche. Nous sommes agressés. Mais on ne les voit pas soutenir la RDC. On ne les voit pas soutenir la RDC. Parce que nous, personne ne parle de la RDC. Parce que nous on ne mène pas peut-être nous, on fait vraiment de la confusion.
Ok. Des fois, notre guerre se limite autour de morphologie des personnes et tout ça. Non. La guerre, ça se joue sur le terrain. Ça se mesure en termes de munitions que vous détenez, que vous disponibilisez à l'armée. Comment vous traitez votre armée, comment vous faites. C'est comme ça la guerre. Le mal ne se trouve pas ailleurs, il faut regarder en vous-même. C'est un problème d'organisation. Vous allez chasser ce peuple-là, vous les mettrez où? Ils rentrent chez eux. Chez eux, c'est où? Je ne pense pas que ce peuple-là, si aujourd'hui ils partaient au Rwanda, le Rwanda, non, mais on ne va pas les accueillir. Parce que d'abord, le Rwanda a un problème d'espace. Mais ils accueillent des réfugiés qui viennent d'Angleterre. Oui, mais ça, c'est la diplomatie des Kagame. Ça, c'est la diplomatie des Kagame. Nous, on n'a pas à s'ingérer au problème de Rwanda. Nous, on doit traiter les problèmes de nous. Est-ce que nous sommes assez faibles pour dire, voilà, on va laisser cette partie-là, ces territoires-là, comme les Banyamulenge, ils sont sur la colline. On va... Non, non, pas du tout. Nous devons utiliser une politique interne qui est forte pour que ce peuple-là intègre la communauté. Déjà par la mentalité et tout ça. Mais comment les Congolais changent les nationalités à l'extérieur du pays et adoptent même les comportements de l'extérieur? Pourquoi nous sommes incapables de le faire avec un peuple qui vit chez nous? Parce que moi, je ne veux même pas entrer dans les longs détails, dans les débats autour de ça, parce que les gens reprochent toujours cela au peuple Banyamulenge, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de les victimiser tous les jours et que la campagne qu'ils mènent, ça va au-delà. Moi, je pense que les discours-là ne devraient pas être utilisés par les autorités. Si la population utilise à défaut ces discours, c'est parce que la population ne se sent pas encore intégrée. Mais il faut leur apprendre comment les vivre ensemble, les savoir vivre et tout ça, pour que nous puissions marcher ensemble. Et se réclament congolais parce que, attendez, vous n'allez pas juger un Munyamulenge par sa morphologie. Mais il y a des Banyamulenge qui ont des femmes Luba, il y a des Banyamulenge qui ont des femmes du Congo central, et ainsi de suite. Ils vont faire quoi? Beaucoup étudient à l'IFASIC ici, beaucoup sont à l'UNIKIN. Ils viennent même pour étudier. Beaucoup travaillent même ici. Ils ont créé une communauté. Beaucoup ont travaillé, beaucoup sont au gouvernement. Et vous allez dire aux gens à qui vous avez déjà décerné la nationalité, voilà, vous devez regagner. Dans l'historique... C'est une tribu ou c'est une communauté? En tout cas, c'est tous les désordres qu'il y a. On ne sait pas quel titre donner, oui, leur octroyer, tout ça. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'au Congo, il y a les groupements de faits et les groupements de droit. Il y a des peuples qui se sont déplacés dans l'histoire, qui se trouvaient ailleurs. Il y a des endroits où les gens habitaient aujourd'hui, c'est devenu de l'eau qui remplace pratiquement. Donc, il faut comprendre la situation du Congo dans la globalité. Il ne faut pas singulariser autour d'un peuple. Mais comment vous comprenez, comment expliquer à cette population l'alliance entre l'Ouganda et le Rwanda aujourd'hui? À un moment, c'était vraiment comme chien et chat, mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont mutualisé leurs forces et ils attaquent la RDC. Comment expliquer ça? Ces pays-là, nous ne pouvons jamais oublier. Parce que, vous savez, à l'époque de Kabila, il y a Vital Kamerhe qui ne voulait surtout pas entendre parler de mixage, de brassage et tout ça avec le Rwanda. Parce que lui, effectivement, de Bukavu, il connaît la malignité de ces gens-là. Oui, il connaît aussi la capacité de nuisance de Paul Kagame. À l'époque, Kabila, peut-être de bonne foi, n'avait pas compris. Et aujourd'hui, j'ai dit, de bonne foi aussi, Tshisekedi n'a pas compris. En utilisant Kagame comme un frère. Pareille chose pour Ouganda. Ouganda, les ADF. Ouganda, c'est Ouganda qui a aussi militarisé. Il y a des Tutsis en Ouganda. A aussi militarisé. Il y a des Tutsis en Ouganda? Oui, les Tutsis, c'est pratiquement partout, cette partie-là. Okay. Jusqu'au Kenya d'ailleurs. Jusqu'au Burundi et tout ça, Kenya. Donc ça dit, l'Ouganda a financé à l'époque, militarisé les leaders politiques pour s'attaquer au pouvoir de Kinshasa. Le MLC à l'époque. Voilà. Il y avait le MLC, il y avait plusieurs rébellions. Donc, l'Ouganda fait également partie des pays qui se sont battus sur notre sol, à Kisangani. Il y a 22 ans.
il y a 22 ans passés, vous voyez même le nombre de morts qu'il y avait autour de ces exactions en plein centre-ville de Kisangani et en pleine journée. 5 armées se battaient, y compris l'armée ougandaise. Est-ce que aujourd'hui la politique diplomatique utilisée était importante de récupérer l'Ouganda et de les placer dans le système de renseignement militaire de la RDC? Moi, je pense qu'ils ont joué à l'hypocrisie et les deux, parce qu'à une certaine période, comme président de l'Union africaine, le président Tshisekedi devait gérer ces problèmes qu'il y avait entre le Rwanda et l'Ouganda. Et il n'a jamais... Il a été médiateur, non? Voilà, ça avait pas marché, il n'a jamais résolu le problème. Déjà, il n'a jamais résolu le problème, mais j'étais en train de voir comme si il était en train de choyer l'Ouganda en laissant le Rwanda, en récupérant aussi le Burundi pour isoler le Rwanda, mais la capacité de nuisance de Paul Kagame a pratiquement vaincu sur cette politique de Tshisekedi. Mais heureusement, pour mieux régner, quoi. Divisé pour mieux régner. Bon, pas pour mieux régner, pour mieux se protéger dans le cas de la RDC. Parce que là, nous sommes en train de nous protéger. Mais ça a quand même réussi avec le Burundi qui a organisé une marche le dimanche pour dire non à l'agression rwandaise. Ouais. Donc, c'est bon, je dirais pas l'inattention, c'est être naïf pour croire qu'un jour l'Ouganda pourrait venir en aide pour soutenir la RDC. Mais est-ce qu'on n'a pas des experts pour projeter quand même? Parce qu'un État, on prend toutes les possibilités. Est-ce qu'on ne savait pas qu'un jour l'Ouganda pouvait changer de position tout de même? Comment les savoir pendant qu'il y a des accords, l'Ouganda, la route... Mais quel accord? Les gens se disent, on ne sait pas de quel accord il s'agit. C'est ça aussi le problème. Non, c'est-à-dire les accords de développement de ce coin du pays... Qui n'a pas été élu à l'Assemblée nationale. Est-ce que toi, tu en connais des tenants et des aboutissants de ces accords? Voilà justement. Donc, la route qui devait prendre Bunagana et Tchanzu et ramener vers Ouganda, développer ce coin du pays, c'est cette route-là, aller jusqu'en Ouganda, ça va se faire c'est ça avec ces exactions sur terrain, la guerre qui a pratiquement repris. Est-ce que ça sera encore faisable? Est-ce que le Rwanda était contre ce projet de tel point que même l'Ouganda lui-même ne se voit plus dans l'intérêt de construire cette route? Donc, des fois, on est en train de dîner avec les diables de bonne foi, mais... Et les accords traités avec le Rwanda, qu'est-ce qu'on en fait là? Parce que avec l'usine de raffinerie et tout ça... Mais il semble que cette usine-là, c'est ça ce qu'on a construit au Congo. C'est ça ce qui aurait même énervé... on a construit cette usine les au Congo? accords. Oui, il semble que la RDC amena une usine de raffinerie d'or. Ah bon? Oui, C'est construit où c'est cette usine? Bon, je n'ai pas assez de détails, mais on m'a envoyé des photos de l'inauguration. Ça, je dois encore... c'est aujourd'hui même. Moi, je dois vérifier. Je dois vérifier si c'est dans quel coin de la République. Mais du moins, je crois que tous ces projets-là, signés avec le Rwanda, les contrats, ne seront plus jamais respectés. Même Rwanda et tout ça, est-ce que ça va aller jusqu'à ne plus permettre l'atterrissage de décollage du Rwanda? Aussi longtemps que le Rwanda. Parce que je vois la mobilisation qu'il y a, même dans le chef de nos militaires. Aussi longtemps que le Rwanda continuera à agresser la RDC, je ne vois pas comment les autorités civiles vont convaincre les autorités militaires qui sont sur terrain de renoncer à leurs attaques. Parce que, je vous dis, quand vous voyez les officiers marcher avec la population, quand vous voyez un général de la police tenir des discours comme tel, préparez-vous, nous allons vous donner tout ça, armer la population civile, donc c'est-à-dire la guerre a atteint les proportions qu'on ne peut pas estimer aujourd'hui. Et la présence de l'ambassadeur rwandais ici, est-ce que doit-on l'expulser ou le laisser sur place, hein, Maïzouba? Voilà pourquoi je dénonce toujours l'hypocrisie de Kinshasa. Ce monsieur devait quitter et lui-même devrait même avoir honte de continuer à rester. Je ne comprends pas. Des fois, on veut avancer, mais il y a toujours quelque chose qui nous tire vers le bas. Je ne sais pas pourquoi cela arrive au pouvoir de Tshisekedi. Mais le mieux à faire, parce que le rapport de force compte beaucoup en diplomatie. Il fallait
commencer par rappeler notre ambassadeur qui est à Kigali et retourner celui qui est d'ici parce que les relations ne sont pas encore au bon fixe. On va attendre le jour où le Rwanda, avec Kagame, comprendra que la RDC ne pourra jamais être attaquée par lui. Peut-être que les choses pourront changer. Mais la politique que nous mène avec la guerre, l'agression rwandaise que nous mène Kagame, c'est une politique vraiment maligne. Parce que quand vous arrivez à Kigali, vous avez l'impression comme si la population n'est pas vraiment informée de ce qui se passe. Il y a un blackout aussi, il ne veut pas... Non, mais ils ne savent même pas ce qui se passe au Congo. On ne veut pas les informer, ils ne savent pas. Parce qu'il y a un contrôle systématique des médias là-bas. Moi, j'ai vu cette pauvre population rwandaise, parce qu'on dit que le Rwanda a des immeubles, il y a tout, oui. Le Rwanda a tout ça, mais ça ne profite jamais aux Rwandais. Quand vous arrivez au Rwanda, d'abord, on vous dit, et même vous disent que l'argent ne circule pas ici. Ils ont un visage des gens fatigués, des gens vraiment qui n'ont jamais vu le bonheur dans leur vie. Et les Rwandais ne partagent pas. Quand vous donnez de l'argent à un Rwandais, le Rwandais sait directement vous identifier comme Congolais. Parce qu'eux, ils estiment que les Congolais sont généreux. Quand ils arrivent, même le pourboire là-bas, c'est toujours un Congolais qui peut déposer un pourboire ou un touriste. Mais un Rwandais, ils s'en foutent. Et donc, pour la plupart des opérateurs qui sont là-bas au Rwanda, c'est le plus grand commerce est tenu par des expatriés, par des étrangers. Mais regardez le matin comment cette population-là traverse pour venir travailler à Goma. Moi, j'étais même à Minova. Vous ne pouvez pas croire. C'est lui qui me servait, c'était un Rwandais. Les gérants de l'hôtel où j'ai resté à Minova, c'était un Rwandais. Donc, vous sentez que la population n'a même pas besoin d'attendre cela. Et quand vous commencez seulement à relater cette histoire de guerre, vous sentez comment cette population-là est en train d'éviter même les débats. Parce que, voilà. Donc, Kagame, c'est vrai, il a mis sa population dans des conditions. Mais cette population-là a horreur de la guerre parce que la population est déjà pauvre et ne veut pas, surtout pas, vivre voilà, nous sommes à la fin. Vraiment, accordez-moi une guerre. toute petite seconde. Est-ce qu'avec si cette situation perdure, est-ce qu'il y aura des élections à l'Est de la République? Parce que je me rappelle, pour la Covid, voilà. Il y avait deux territoires qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Et non. Est-ce qu'on risque d'avoir des élections à l'Est si ça perdure? Cette question, moi, je l'ai posée à Goma, au Premier ministre. Je lui ai dit, il y avait les prouesses de notre armée, c'était ça la force, mais la faiblesse, c'est que malgré ces prouesses, on continuait de tuer. Est-ce qu'un moyen pour ne pas organiser les élections et tout ça, trouver un prétexte? Il a donné une réponse que je dirais qui était aussi politique. Il dit, nous n'aurons jamais organisé les élections sans ces deux provinces de la République démocratique du Congo. Donc, il a rassuré, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut aussi jouer dans le sens où on repoussait les élections pour attendre la paix dans cette partie du pays. C'est-à-dire, à défaut de ne pas avoir les élections générales, on dit voilà, on va attendre que la paix soit retrouvée dans cette partie du pays pour organiser les élections de manière générale. Bon, de toutes les façons, les politiciens, ils savent créer les cadres pour développer ce genre de réflexion, mais du moins, le gouvernement est déterminé qu'il y ait les élections là-bas. Merci beaucoup, Edmond Izouba. Donc, j'espère que nous ne vivrons plus. Le président reste en fonction jusqu'en. J'espère que la paix sera rétablie dans les délais et qu'il y aura l'élection dans tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci à Edmond Izouba, merci vraiment d'avoir donné de votre temps et vraiment d'avoir débattu avec nous de cette situation de l'Est de la République. Nous nous retrouverons, mesdames, très très prochainement. Au revoir.